Ok, alors voilà ma rubrique de vendredi dernier. Je tenais à parler de deux sujets, ce que l'on sait du virus à date, et puis justement ça va surtout montrer ce que l'on ne sait pas, et les différents scénarios de sortie de confinement. Donc vers où on va. Ce que l'on sait à date, bah, ce n'est pas assez de choses. Alors, je vous ai fait un petit point pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un virus. Vous voyez une enveloppe, une enveloppe lipidique et puis des protéines qui sont soit posées à l'extérieur, soit éventuellement à l'intérieur. Et ces protéines vont avoir chacune des actions. Et à l'intérieur, en violet, ce sont la représentation de l'ADN en fait, du virus. Et cet ADN, ce sont des brins d'ARN qui vont être utilisés par le virus, mais comme pour les cellules, pour produire, en passant dans des ribosomes, pour produire des protéines. Et ces protéines vont être assemblées pour créer un nouveau virus, et puis le virus va être exporté de la cellule. Donc là, on voit la membrane de la cellule. À l'intérieur, il y a le ribosome et il y a de l'ARN messager. Et comme vous pouvez voir, il y a une des protéines qui est autour du coronavirus, qui est le nom de couronne, tient à cette enveloppe de protéines qu'on voit autour, et qui est la protéine type S, et qui va avoir une affinité particulière pour une protéine qu'on trouve parfois sur les cellules. Et il y en a d'ailleurs, cette protéine ACE2, il y en a en général beaucoup plus quand on parle de cellules pulmonaires. Donc, ça peut expliquer que le virus s'attaque principalement au poumon. Et donc, quand le virus va rencontrer une de ces protéines, il va se lier avec et il va pouvoir rentrer dans un processus de fusion qui va lui permettre de de faire rentrer son matériel génétique dans la cellule. Alors, je vous l'ai fait comme ça en simplifié. Dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe. Et donc, ce matériel génétique va passer dans les ribosomes, créer des protéines, et il va avoir besoin donc d'enzymes qui vont, quelque part, une fois qu'il est passé, le réactiver pour qu'il repasse. Et cette réactivation, on a des études assez claires sur le sujet qui semblent montrer que le zinc bloque cette enzyme. Et le problème du zinc, c'est qu'il faut qu'il y en ait à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, mais il faut aussi qu'on réussisse à le faire rentrer. Donc, il y a ce qu'on appelle des protéines spécifiques qui permettent de faire rentrer en l'occurrence, le zinc. Et donc, c'est là que la fameuse hydroxychlorine qu'on entend partout, partout le débat, c'est là qu'elle pourrait intervenir, c'est-à-dire qu'elle pourrait apparemment renforcer et permettre au zinc de rentrer dans la cellule pour aller faire son action sur la RDRP. Voilà, donc ça c'était une première idée. La deuxième idée, c'est que ça c'est une explication de comment ça fonctionne, et c'est à peu près commun à l'ensemble des virus, mais il y a il y a d'autres explications qui se mettent en place, et donc on a du mal à savoir, et on ne saura pas avant quelques temps, mais c'est pour montrer à quel point la recherche bouge dans tous les sens sur le sujet. Là, en l'occurrence, si on regarde un poumon, donc c'est des bronches entourées par un sac, et avec au bout de ces bronches des alvéoles pulmonaires pour que l'oxygène qui rentre aille aille rentrer dans le flux, le débit de sang, et en échange, il y a du CO2 qui va ressortir. Et ce qu'on observe chez les malades du coronavirus, en tout cas c'est la plus grosse partie, c'est qu'ils ont les poumons qui sont voilés, c'est-à-dire en gros il y a une énorme inflammation. Donc ce qu'on pense, c'est que quand vous regardez donc, le poumon,
le poumon, il y a donc les virus qui vont s'attaquer aux cellules des alvéoles. C'est là où on parlait tout à l'heure de la CE2. Et ce qu'on imagine, ce qu'on a comme hypothèse, c'est que dans certains cas, le corps va rentrer en surréaction par rapport à cette infection et va créer une situation immunitaire une réaction immunitaire assez forte, une réaction inflammatoire un peu trop forte. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'explique qu'on a une inflammation de tout le poumon, pas seulement des zones comme on voit en général dans les pneumopathies. Et le résultat, c'est qu'il y a une saturation en oxygène qui diminue dans les vaisseaux sanguins. Alors, le 10 mars, il y a une étude qui est parue dans un magazine, dans une revue qui faisait effet des travaux qui avaient été faits sur de la modélisation. Alors, c'est très très loin dans la science, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens à qui on a testé, on a vu, c'est pas des cellules où on a regardé et on a vu, c'est des modèles mathématiques où on essaye de voir à quoi ressemble une molécule d'après sa formule, quelle forme elle pourrait avoir, et on regarde cette forme par rapport à la forme des différentes protéines qu'on trouve dans le sang. Donc, dans le cas du coronavirus, je vous rappelle qu'il y a cette enveloppe de lipides, et puis il y a autour des protéines et donc l'ARN intérieur. Et c'est en étudiant l'ensemble de ces protéines, en fait, on les étudie comment, on regarde qu'est-ce que l'ARN code comme protéines à construire qui lui sont utiles, et on essaie d'imaginer quelle peut être l'action de chacune de ces protéines. Et là, on s'est aperçu que si on agrandit le vaisseau que j'ai dessiné plus haut, on a donc l'oxygène qui va passer dans le vaisseau et qui va se trouver dans le plasma, mais il a besoin en fait de rentrer dans les globules rouges, les hématocrites, pour essayer de parce qu'il y a dedans l'hémoglobine avec du fer qui va réussir à attraper 4 molécules d'oxygène pour chacune des hémoglobines qui composent ces globules rouges. Et il semblerait qu'une des protéines vienne déconstruire en fait les hémoglobines, et en faisant ça, elles vont libérer du fer3. Et le fer3, c'est un truc assez complexe parce que manifestement, quand il y a une attaque bactérienne, le fer est séquestré par l'organisme pour éviter qu'il soit disponible pour les bactéries. Et donc, ça pourrait expliquer que puisqu'il n'y a plus de globules, qu'il y a des problèmes pour l'oxygène de rentrer là-dedans. Alors, c'est débattu parce qu'il y a des praticiens qui voient que si jamais c'était le cas, eh ben, on n'observerait pas une baisse de l'oxygène dans le plasma lui-même. Mais le fer3, lui, peut créer cette réaction inflammatoire qui va bloquer le passage et expliquer cette baisse de l'oxygène. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit, l'hydroxychloroquine et la vitamine C sont deux choses qui peuvent agir sur cette situation. Qui peuvent agir sur cette situation parce qu'en fait, la vitamine C, comme elle est la vitamine C, en fait, comme elle est très antioxydante, elle est parfaite pour retirer le fer3 de la circulation. Et l'hydroxychloroquine, apparemment, aurait cette capacité à bloquer l'action de déconstruction de l'hémoglobine. C'est probablement d'ailleurs ce qui explique qu'on l'ait utilisé initialement contre la malaria, qui a cette façon aussi de détruire. Dans le cas de la malaria, c'est un parasite qui va se nourrir de l'hémoglobine. Et là, les chercheurs
Je vous montre l'étude, c'est celle-là. Les chercheurs chinois qui ont publié cette étude ont l'air de considérer que finalement, ce n'est pas aberrant qu'un virus se nourrisse de la porphyrine, puisque c'est une molécule qu'on trouve un peu partout et, donc, et qui est capable de donner de l'énergie électrique, donc, qui est chargée électriquement et qui peut du coup être intéressant comme façon pour le virus de s'activer ou de se mettre dans un autre état. Voilà. Je vous ai parlé du zinc tout à l'heure qui est dans son action. Là, c'est un article de 2010, donc c'est pas complètement neuf. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ça, c'est d'autres choses qu'on verra après, l'action du froid. Non, ben voilà, c'était essentiellement ça. Et là, vous avez l'étude sur 80 patients sur l'hydroxychloroquine qui a été faite par l'équipe du professeur Raoult, ce qui fait tant de bruit. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur le sujet. Évidemment, c'est un sujet chaud et c'est d'ailleurs assez enthousiasmant de voir à quel point tout le monde se met dessus et finit par trouver des choses. Alors, au niveau national, il y a une façon dont ce virus se diffuse dans la population, et c'est ça qui nous intéresse avec la question du confinement. Donc, si on regarde la population française, donc on est 66 millions d'habitants, vous avez une inconnue, enfin peut-être deux inconnues et deux choses connues. Ce qu'on connaît, c'est le nombre de malades et le nombre d'hospitalisés. 180 000 malades à peu près, 180 000 qui ont été infectés, 30 000 qui sont actuellement hospitalisés, soit 20%. Mais c'est ceux qu'on a identifiés, on ne sait pas ceux qui sont infectés, c'est une autre donnée en fait, qu'on n'a pas. Et sur les 30 000, il y en a 6-7 000 qui sont dans un soin intensif. Donc on ne connaît ni les infectés ni les immunisés. Ceux qui sont dans les soins intensifs, une partie va décéder et une partie va sortir soignée, donc va se retrouver immunisée. Et par ailleurs, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le temps qu'on reste dans les soins intensifs, jusqu'à 12 et 14 jours, ce qui est une immobilisation énorme des capacités, qui était au début de la crise à 4 800 lits. Donc aujourd'hui, on a 7 000, c'est-à-dire qu'on a dépassé cette capacité. Et en fait, d'après le ministre de la Santé, on a l'objectif d'aller à 14 000 lits. On en est aujourd'hui au moins à 10 000 et probablement pas loin de 14. Si on prend les modèles actuels, donc les malades 180 000, ça voudrait dire qu'il y aurait 5 fois plus d'infectés, ça veut dire 750 000. Et si on regarde ceux qui sont immunisés, il y a une étude qui est sortie en Allemagne qui, dans une ville allemande, ils ont fait des sondages et ils ont trouvé des anticorps dans 15% de la population. Donc 15% sur 66, ça ferait à peu près 10 millions d'habitants qui auraient été touchés par le virus mais qui n'auraient pas souffert. Mais 15%, ce n'est pas assez, puisqu'en fait, il faudrait qu'on monte à 50-60% avant d'avoir ce qu'on appelle l'immunité de la foule. Voilà, donc le modèle, c'est à peu près ça. Des gens qui sont infectés, qui sont devenus malades ou qui sont immunisés. Et puis, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, les conséquences pour vous, il y a des choses à surveiller. Si vous êtes vraiment intéressé, vous voulez vraiment aller voir au plus près du sujet. Je vous ai mis les liens vers l'étude des Chinois et vers l'étude de l'hydroxychloroquine, ainsi que le lien vers la chaîne de l'IHU de Marseille qui communique pas mal sur Internet et assez bien. Vitamine C et zinc, je vous ai montré les deux études, ou en tout cas j'ai montré l'étude sur le zinc et sur le vitamine C. On a des études qui montrent en double aveugle que des doses qui étaient avant considérées comme importantes de vitamine C ont un impact, et il y a quand même une notion de dose dépendance, c'est-à-dire que plus on augmente la dose et plus ça a un impact.
Et puis après, donc, ce que je vous montrais là, c'est-à-dire les saunas ou l'exposition au froid ou le sauna chez les Finnois a un impact, pareil ici avec les monocytes, ça a un impact important sur l'immunité. Ensuite, le dernier point que je n'ai pas noté, mais que je me permets de rajouter, c'est que la question de ceux qui sont très sensibles à cette maladie, c'est essentiellement des personnes âgées ou des personnes qui ont une comorbidité. Et qu'est-ce qu'on entend par là? On entend essentiellement surtension artérielle, obésité, diabète, donc des choses qui sont toutes liées à la résistance à l'insuline. Donc, ma recommandation, arrêtez tout glucose, au moins pendant la période du virus. Ça vous fera perdre du poids, mais surtout, ça vous permettra d'éviter d'être sensible à ça. Le scénario de sortie de confinement, quel que soit le scénario, on va avoir des questions de comment on protège les collaborateurs qui vont reprendre le boulot quand ça va être le cas. Donc, ça va être à nouveau tout un sujet. Et puis, il y a des procédures de travail qu'il va falloir réviser parce qu'il va falloir certainement tenir les distances, parce que voilà, il faut réfléchir au fait que ça ne sera pas directement comme avant. Plusieurs scénarios. Donc, on a essayé de chercher ce qu'il y avait comme scénario. La sortie régionale, donc soit la région est touchée la première qui est considérée comme étant plus sensibles, donc Alsace, puis Île-de-France, etc. Soit à l'inverse, les régions qui n'ont pas été touchées, et on dit, puisqu'elles ne sont pas touchées, on peut ouvrir le confinement, mais quel que soit ce qu'il y a là-dedans, ça va poser des sujets de quand on aime un confinement quelque part, comment on empêche les autres d'aller dans l'autre zone, etc. Pour ce qui est de vous, ça va faire qu'il va falloir booster les importations que vous avez dans les régions libérées en premier. Booster, ça veut dire y transférer du stock, éventuellement y mettre des entrepôts supplémentaires, les préparer à devoir servir plus que leur région, parce que c'est tout ce que vous avez, vous, comme capacité à livrer. L'autre scénario, c'est une sortie par risque Covid, c'est-à-dire qu'on va laisser sortir ceux qui ont le moins de risques, donc les classes d'âge, mais aussi les gens qui ne sont pas diabétiques, qui n'ont pas de surtension, qui n'ont pas de facteur de risque. Et ça, c'est compliqué à évaluer parce que vous ne savez pas chez vos clients et encore moins chez vos collaborateurs qui a un risque Covid et qui va du coup être disponible ou pas et sur qui on peut s'appuyer. Donc, on verra au fil de l'eau, mais c'est le problème que pose ce type de sortie, même s'il est probablement le plus réaliste et le plus raisonnable. La sortie progressive, et c'est un troisième scénario, mais qui peut peut-être se combiner avec les autres, c'est qu'on ne sort que pour travailler et pas pour le loisir. C'est une sortie par étape. Donc, dans la première étape, on sort juste pour bosser. Et ce que ça dit, c'est que toutes les industries ne vont pas sortir du confinement, du coup, puisque les restaurateurs, toutes les industries de loisirs vont, elles, rester à l'arrêt dans ce scénario. Quatrième scénario, une sortie sur test sérologique. Donc ça, c'est en gros, on ne fait les sortir que ceux qui ont des anticorps qui montrent qu'ils ont déjà combattu la maladie et qu'ils ne la risquent pas et qu'ils ne peuvent pas la transporter. Bon, ça pose des questions de comment est-ce qu'on recense les collaborateurs qui sont concernés et puis l'impact sur les clients, c'est encore plus d'incertitude. Donc c'est probablement la sortie scientifiquement la plus sérieuse, mais pas simple à mettre en place et pas simple dans ses conséquences pour vous. Cinquième scénario, avec une application mobile qu'on télécharge et où on accepte d'être tracé et qui permet à chaque fois que quelqu'un se retrouve à nouveau malade d'aller mettre en confinement tous les gens avec lesquels ils ont été en contact dans un temps donné. Et ça permet de relâcher plus de monde, mais il y a un risque de réentrer en confinement de collaborateurs, de clients qui subitement croyaient qu'ils étaient libérés, et puis on vient leur annoncer que non, là, il faut qu'ils ferment, parce que quelqu'un de chez eux a été touché. Voilà.
Donc, ça fait le tour des quelques scénarios qu'on a pu identifier. Il y en a certainement d'autres. On est d'ailleurs preneur de vos remontées. Et ça résume, donc, enfin, ça me permet donc de clore cette petite rubrique. Merci à tous.